et c'est comme dans un film, freeze. J'ai vraiment eu l'impression que le temps arrêt sur image, Mmh. le temps s'était suspendu, tous les regards se tournent vers moi et là je me dis: «Ah ouais, donc ça va quand même pas être simple». Je devenais un rôle modèle, à l'issue de mon plein gré, hein, comme disait Virenque. Mmh. Donc je me suis jamais levée en disant, voilà: «Bonjour, je veux être un rôle modèle», mais de facto, je le suis de c'est une histoire de renaissance et c'est une histoire de résilience et surtout le message que je voulais, passer, c'est qu'il ne faut jamais se laisser abattre parce que, dans la vie, on tombe, Mmh. on se relève. Bienvenue dans Kémon Jazz, des voix inspirantes, le podcast qui inspire, qui éveille des vocations, qui prévient des dérives et qui pousse à l'action. Pour ce 9e épisode, nous avons l'immense plaisir de recevoir Madame Elisabeth Chungui, femme de médias, femme d'engagement, femme de vision. On la voit régulièrement sur les scènes internationales porter haut les couleurs de la diversité, de l'inclusion, du climat et de la culture. Elle défend des causes justes avec une voix qui traverse les frontières, une plume qui éveille les consciences et une présence qui forme les espaces. Née à Washington, élevée entre le Cameroun, la Belgique et l'Italie, elle a su faire de sa multiculturalité une force. Elle a marqué l'histoire du journalisme en devenant la première femme africaine à présenter le journal de TV5 Monde et la première à animer un magazine culturel de France 2, sur France 2. Aujourd'hui, elle est directrice exécutive RSE, diversité et solidarité du groupe Orange, où elle incarne une vision inclusive, culturelle et environnementale de la responsabilité sociétale. Dans son TEDx Yaoundé, elle partage une métaphore puissante du coma au COMEX. Un voyage intérieur et professionnel entre vulnérabilité et ascension, entre silence et influence. Le thème de notre échange, de la parole à l'impact, trajectoire d'une femme engagée entre le journalisme, l'Afrique et la responsabilité sociétale. Un épisode pour explorer son parcours, son lien avec le Cameroun, son cheminement vers le leadership et sa manière unique de conjuguer engagement, culture et transformation. Mais avant de plonger dans cette conversation riche et inspirante, lançons le générique. Bonsoir Madame Elisabeth Chungui, nous sommes heureux de vous avoir dans le podcast Kémon Jazz. Bonsoir Noémie, et tu peux m'appeler Elisabeth parce que Madame Elisabeth Chungui, j'ai l'impression d'avoir 150 ans soudain. Non, je sais que c'est une marque de respect, mais voilà, on est entre sœurs aujourd'hui, donc voilà. Pas de souci. Tutoiement et prénom. D'accord, pas de souci. Donc tu as grandi entre plusieurs pays, les États-Unis, le Cameroun, l'Italie. Est-ce que tu te considères comme une citoyenne du monde? Alors, je suis d'abord profondément camerounaise et profondément française parce que mon père est camerounais, ma mère française, mais je suis aussi profondément africaine et européenne parce que je pense que c'est important aujourd'hui d'élargir le scope et moi je crois en cette belle idée qui n'a jamais vraiment pris corps, qui est le panafricanisme, mais j'y crois. Et puis la France aujourd'hui sans l'Europe ne pèse pas grand-chose. Donc je suis européenne parce que j'ai grandi en Belgique et en Italie aussi. Et puis oui, citoyenne du monde parce que grâce au job de mon père, diplomate, oui, j'ai pu aussi grandir aux États-Unis. Et je pense que ce prisme j'ai à la fois cet ancrage très fort au Cameroun et en France, mes racines, mais aussi ils m'ont transmis ce magnifique cadeau qui est l'ouverture sur le monde Ok. et la capacité d'adaptation qui va Ouais, avec. c'est clair. Quand on a plusieurs cultures, en tout cas, c'est l'adaptabilité qui prime partout. Et en tant que femme métisse, as-tu été souvent confrontée à des regards contradictoires? Par exemple, t'est-il arrivé au Cameroun qu'on t'appelle la blanche ou qu'on te voit comme une blanche, et en Occident, plutôt le contraire, qu'on te voit comme une femme de couleur, une femme noire? Bien sûr, ça m'est arrivé. Quand enfant, j'étais au Cameroun, on me hélait dans la rue en m'appelant Bangan, Bangan, donc la blanche en Ewondo.
Et puis quand j'allais, en vacances dans le Tarn, dans la ferme de ma grand-mère, le dimanche à l'église, on me caressait la tête en me disant: «Oh, elle est jolie, elle est frisée comme un mouton». Donc oui, donc c'est sûr qu'à un moment, il y a la question identitaire qui se pose et chacun chemine avec cette identité. Moi, je suis profondément métisse, mais ça s donc je suis par exemple, je vais au Cameroun, je reprends l'accent Ouais. et je vais dans le Tarn, je reprends l'accent du Midi aussi et puis, moi, j'aime beaucoup cette phrase de Nagui qui est franco-égyptien et donc le présentateur et qui disait, voilà: «Souvent quand on est métisse, on a le cul entre 2 chaises, mais la chance qu'on a, c'est qu'on a 2 chaises». Mmh. C'est vrai. Tout est résumé. C'est vrai. Mais c'est vrai que même moi, en tant que métisse, quand je vais au Cameroun, bah, c'est directement la blanche, même pas on te demande ton prénom, c'est la blanche. Et en Occident, même en France ici, tu es souvent, bah, considérée comme une femme de couleur et pas comme, la blanche comme, par exemple en Afrique, ils penseraient qu'on est. Mais ouais. Mais quelque part, je trouve qu'on incarne et encore c'est une belle notion dont notre monde a tant besoin, c'est Édouard Glissant quand il parle du tout monde, quand il définit cette créolité voilà, donc moi je sais que je cite Édouard Glissant parce que je sais, comme je suis écrivaine, j'ai beaucoup lu enfant et les lectures et adolescente et mes lectures m'ont profondément accompagnée dans cette construction d'une identité absolument solide et lire Édouard Glissant notamment m'a beaucoup, accompagnée dans cette construction. OK. OK, OK. Quel souvenir gardes-tu de ta vie au Cameroun? Il doit y en avoir plusieurs, mais s'il y a un souvenir, une rencontre ou alors un souvenir qui t'a fortement marqué lors de ton passage, au Alors Cameroun? c'est plus qu'un passage Juste parce un que j'ai quand même vécu 7 ans au Cameroun, donc c'est la liberté, c'était une époque où, il n'y avait pas encore ces sujets, d'insécurité qu'on peut rencontrer dans les grandes villes au Cameroun et donc mes meilleurs souvenirs au Cameroun, c'est voilà, quand j'allais jouer avec mes camarades de quartier qui venaient pas du même milieu social. J'ai d'abord grandi dans un quartier assez privilégié, Bastos, à Yaoundé et puis à un moment, on a déménagé à Essos et donc tout de suite c'était plus populaire. Mais voilà, ce sont des amitiés très fortes qui se sont forgées, c'est la liberté, c'est à la tombée de la nuit, aller acheter les achiomo là, les beignets, aux mamans là, le soir. C'est voilà une grande liberté, aussi baigner dans une culture puissante. C'est enfin voilà, c'est vraiment la construction de mes racines et donc même si j'ai passé une grande partie de mon enfance et mon adolescence ailleurs, ces années ont été profondément fondatrices. Maîtrise. Et est-ce que tu y vas souvent au Cameroun ou Alors j'y rarement? j'y vais souvent parce que ce métissage que je considère comme un cadeau, j'ai voulu le transmettre à mes enfants. Mes enfants sont nés en France, d'un père, qui n'est pas camerounais, donc ils ont un quart de Cameroun et ce quart-là, j'ai eu envie de le faire vivre parce que j'ai toujours la conviction que ce sont nos racines qui nous portent vers le ciel et donc j'ai avant même d'avoir des enfants, je me suis dit: «Je vais construire une maison de vacances, heu, au bord de la mer parce que je veux construire mon propre ancrage qui sera pas». Je voyais en fait beaucoup d'amis métis, heu, qui voyaient le lien avec le Cameroun vivant en France, qui voyaient le lien avec le Cameroun se couper quand leur père décédait. Et moi, je ne voulais pas de ça. Donc j'ai anticipé, avant même d'avoir des enfants, je me suis dit: «Je veux créer un lien à moi qui» alors bien sûr, j'ai mon village, mais je me projetais avec des enfants. Le village, c'est important d'y aller et j'y vais souvent. J'y vais avec mes enfants, mais je voulais aussi créer mon ancrage personnel et donc j'ai construit une maison au bord de la mer, dans un village de pêcheurs près de Kribi et j'y emmène mes enfants depuis qu'ils ont 5 mois, je les emmène et je suis très heureuse parce que je vois bien
qu'ils retrouvent cette liberté que moi-même j'ai connue parce que, quand ils y vont, bah, voilà, ils ont leurs copains au village, c'est des jeux sans fin à la maison, Mmh. au bord de la mer et je sais que j'ai fabriqué des petits Camerounais, même s'ils vivent en France et j'en suis très fière et je continuerai de cultiver, cette partie d'eux parce que c'est Mmh. important d'être solide sur ses bases. Oui, c'est hyper important d'être, ancré Mmh, dans sa culture mmh. et comme tu l'as dit, ils ont, bah, 1/4 de Camerounais, donc si tu n'étais pas aussi ancré dans cette culture-là, peut-être qu'ils ne connaîtront pas, la culture Mmh. camerounaise du coup. Qu'est-ce qui t'a poussé vers le journalisme? Est-ce que tu as eu un déclic qui t'a poussé, vers le journalisme ou autre? Oui, il y a eu un déclic, c'est, quand je reviens au Cameroun l'année de ma terminale, Mmh. après avoir donc vécu en Belgique et en Italie, collège et lycée. C'est le début de la télévision au Cameroun et donc il y a une seule chaîne, la CRTV. Très peu de gens ont les moyens de s'offrir une télé et donc c'est une pratique très communautaire. Les gens vont voir la télé dans les bars ou chez le voisin qui a une télé et en fait, c'était une fenêtre ouverte sur le monde parce qu'internet n'existait pas, à l'époque. Donc évidemment, il y avait la radio, mais là, c'est l'image. Donc c'est le monde, les images du monde qui arrivent soudain et c'était fantastique parce que d'un côté, alors, il y avait les séries qui cartonnaient à l'époque, d'où de nombreuses personnes qui s'appellent Brenda, n'est-ce pas, au Cameroun? Heu, mais il y avait surtout, et c'est ce qui m'a donné envie de faire du journalisme, il y avait beaucoup d'émissions très pédagogiques sur la santé, enfin des émissions d'information, et donc je me suis dit: «Mais c'est l'influence, c'est soudain le pouvoir de l'influence par l'image, dont la capacité de transmettre des messages positifs, de la capacité de pédagogie», donc c'est vraiment ça, c'est vraiment le déclic pour faire, du journalisme, c'est vraiment l'arrivée de la télé La télé au camerounaise. Cameroun. Mmh. OK, OK, OK. Tu as été major Parce que je me suis dit que c'était un outil puissant pour transformer positivement les mentalités. Mmh. Et on voit bien aujourd'hui l'enjeu. Maintenant, on est dans l'ère du tout image, des réseaux sociaux et donc il y a un vrai enjeu aujourd'hui de voilà, c'est un instrument puissant qui peut être utilisé pour le meilleur comme pour le Mmh. pire, véhiculer des idées très positives comme, des modèles, négatifs, ce qui est quand même souvent le cas maintenant avec les réseaux sociaux, les influenceurs et cetera. C'est vrai. Mmh. Tu as été major de ta promo, à l'école de journalisme. Pourtant, tu dis que tes débuts ont été compliqués. Pourquoi? Je confirme que ça a été compliqué parce qu'effectivement, comme mes parents m'ont toujours, j'ai été élevé dans l'idée du travail qui paye, donc voilà, travaille bien et tout ira bien pour toi, en gros. Donc effectivement, quand je sors major de ma promo de la meilleure école de journalisme de France, je me pose pas trop de questions. C'est-à-dire je j'oublie quelque part, ma couleur parce que je rentre sur le marché du travail et seules mes compétences comptent. En fait, je vais être rattrapé tout de suite le premier jour où je mets pied dans l'open space de TF1, parce qu'en plus, moi, j'ai toujours eu de l'ambition, donc j'avais le choix du roi, faire, voilà, mon premier contrat, Mmh. à durée déterminée quand on débute, soit à TF1, qui était la plus grande rédaction d'Europe, soit France Télévisions et on m'avait dit: «Ah, c'est quand même plus difficile de faire son chemin à TF1», mais comme c'était la plus grande rédaction d'Europe et que j'aime bien me fixer des objectifs ambitieux, j'y vais, la fleur au fusil. C'est le cas de le dire, parce que je n'oublierai jamais, le jour où je rentre dans cet open space, donc service la rédaction, le service politique. Je suis, bon, de loin la plus jeune, j'ai 21 ans et pas encore énormément de femmes au service politique et de la TF1 et puis évidemment, personne de ma couleur et c'est comme dans un film, freeze. J'ai vraiment eu l'impression que le temps arrêt sur image, le temps s'était suspendu, tous les regards se tournent vers moi et là je me dis: «Ah ouais, donc il
ça va quand même pas être simple et en effet, ça a pas été simple parce que, je devais me bagarrer pour pouvoir aller faire des reportages Mmh. alors que, des camarades, qui n'avaient pas ma couleur, et qui étaient pas aussi bien classés que moi, eux, ça se passait Mmh. très bien. On s'amusait, c'est ça le grand jeu, c'était de m'envoyer faire des interviews de Jean-Marie Le Pen. Voilà, sorte de bizutage, on va dire. Donc voilà, ça a été compliqué, mais formateur parce que je me suis dit: «Bon OK, effectivement, il va y avoir un petit sujet, potentiellement de discrimination». Ouais. Et est-ce que tu penses que les Français, à ce moment-là, n'étaient pas prêts? Est-ce que tu penses que, bah, aujourd'hui, ça a changé, il y a plus de représentation, dans cette maison-là ou ça a pas encore grandement changé? Moi, je me suis toujours méfiée de l'effet Mmh cosmétique, mh. des alibis. Mmh. C'est-à-dire depuis cette période, donc là, on parle d'il y a 25 ans. Mmh. Évidemment, il y a plus de voilà, de présentateurs, de journalistes issus de la diversité, heu, mais il y a toujours ce sujet qui est très agaçant quand tu es là, parce que tu as des compétences et je l'ai vécu aussi, Mmh. quand j'arrive, pour présenter le magazine culturel de France 2 après un track record de plus de 10 ans dans le journalisme culturel, en ayant dirigé la rédaction de France 24, de grandes Mmh. chaînes. Quand je suis, choisie pour présenter cette émission, les titres des journaux, c'était France, 2 mise sur la diversité. Comme si voilà, j'étais juste: «Bonjour, je m'appelle diversité». Donc quand je parle de l'aspect cosmétique, c'est pas parce que de temps en temps on voit plus de visages que fondamentalement, les choses changent. Parce qu'aujourd'hui, il faut regarder les sphères de pouvoir. Et quand on prend la télévision, c'est pas le présentateur qui a le pouvoir, c'est le patron de chaîne, c'est le producteur. Le présentateur, c'est une marionnette quelque part, hein, il est sur un siège éjectable et quand on prend toutes les champs du, du pouvoir, le pouvoir médiatique, pouvoir politique, pouvoir économique, on voit bien quand même qu'il y a encore un sujet, de diversité. Mmh. Quand on prend les comités exécutifs des entreprises du CAC 40, nous ne sommes que donc sur un panel d'à peu près 600 personnes, nous ne sommes que 2 femmes d'origine africaine, Karima Sylvan, chez AXA et moi. Donc ça veut dire qu'il y a quand même un petit Un sujet sujet, encore. ouais, je suis d'accord, je suis d'accord. Et tu as marqué l'histoire en devenant la première femme à présenter le journal sur TV5 Monde. Qu'as-tu ressenti à ce moment-là? Est-ce que c'était une fierté pour toi? Est-ce que ou alors c'était une, responsabilité, collective? C'était les 2 à la fois. Alors c'est d'abord, avant la fierté, Mmh. c'est d'abord toujours aller se battre 2 fois plus parce que si j'ai eu cette possibilité-là, c'est, on ne réussit jamais seul et donc Mmh. c'est 2 personnes qui ont cru en moi à l'époque. Denise Epoté, une grande sœur camerounaise qui était la directrice Afrique et qui avait présenté le journal Afrique notamment et Marie-Christine Saragosse, une femme aussi, souvent ce sont les femmes plutôt qui m'ont, accompagnée, pas toujours, mais souvent et elles ont dû, à l'époque, lutter parce qu'il y avait des réticences. Il y avait des réticences au sein de la rédaction, de la direction, de l'information et ça n'allait pas de soi. Ouais. Donc évidemment, quand on arrive dans ce contexte, on se sent tout de suite investi d'une responsabilité parce que c'est: «Ah, il faut pas que je me plante parce que si je me plante, on va dire: "Alors voilà, ils sont tous pareils, vous voyez, on peut pas leur faire confiance"». Donc j'ai toujours été traversée Mmh. dans mes choix, heu, par cette idée de responsabilité parce que je devenais un rôle modèle, à l'issue de mon plein gré, comme disait Virenque. Mmh. Donc je me suis jamais levée en disant, voilà: «Bonjour, je veux être un rôle modèle», mais de facto, je le suis devenue Ouais. et donc ça a conditionné mes choix aussi à la télévision. Combien de fois on m'a proposé de présenter la météo
alors que je suis journaliste, mais la météo, ça passait, tu es une fille du soleil. Combien de fois on m'a dit: «Ah ouais, mais émission musicale», parce que c'est bien connu, les noirs ont rime dans la peau. Heu, alors, donc j'ai refusé des émissions, j'ai refusé de co-présenter la première édition de Love Story parce que, c'était de la télé-réalité et que je sentais pas le concept et je voulais vraiment rester dans du, je suis journaliste, je veux présenter des émissions sérieuses, ça m'a desservie d'ailleurs. Ah, elle est tellement sérieuse, Elisabeth Choulier, elle est trop sérieuse, je suis pas des je suis un vrai bout en train, hein. Mais il y avait ce côté, renvoyer l'image, de quelqu'un d'une journaliste quoi et pas pas de enfin bref, être dans l'incarnation de quelque chose de différent, hors des stéréotypes. Je me souviendrai toujours. Et bah, alors c'est peut-être une époque, une référence qui va pas vous parler, vous les jeunes, mais à l'époque, donc il y avait pas beaucoup de présentateurs ou présentatrices, noirs ou métis à la télé et un jour, quelqu'un dans la rue qui me reconnaît, me dit: «Ah bonjour Pépita!» et en fait Pépita, c'était quelqu'un de très gentil au demeurant, mais qui faisait un peu un rôle de potiche, dans un jeu télévisé où voilà, enfin, mais tout ça pour dire alors et en plus on se ressemblait absolument pas, mais voilà, mais tout ça pour dire que c'est des réflexions comme ça qui me disaient: «Non, tu vas tracer ton chemin et parce que tu vas faire évoluer les mentalités». On nous met tellement dans des cases et dans des stéréotypes qu'il faut montrer que c'est possible d'en sortir parce qu'en montrant cela, ça va ouvrir la voie pour d'autres. C'est hyper pertinent, mais on parlera après les caméras en tout cas. Là, on va passer à la phase, réponse binaire où tu devras répondre par soit oui, soit non, soit tu diras: «Je passe» Mmh. et tu as le choix d'activer un joker où tu pourras donner une mini explication. Un seul joker? Bah, si tu veux, un ou 2. D'accord. Est-ce que tu crois que les médias français, si on parle au-delà de la maison TF1, sont plus inclusifs aujourd'hui qu'au début? Non. Penses-tu que les femmes sont encore sous-représentées dans les postes de direction, même au-delà du CAC 40? Oui, avec un O majuscule. Est-ce que tu crois que la culture peut transformer durablement une entreprise? Oui. Est-ce que tu crois que le Cameroun est prêt pour une révolution écologique? Là, je mets mon joker. OK. Non, parce que, il y a des priorités sociales de court terme. Voilà, les sujets de l'emploi des jeunes, notamment, l'éducation, la santé. Mais, le sujet de l'écologie au Cameroun et pas que, c'est vraiment, en fait, en Afrique, les populations se rendent pas compte qu'elles sont les premières victimes Mmh. du changement climatique et de l'écologie, avec des pratiques en plus occidentales ou voilà, avec les déchets toxiques dont on va se débarrasser là-bas, et cetera. Et donc les effets, moi, quand j'étais chez Action contre la faim, j'étais membre du conseil d'administration, c'était vraiment le moment où on voyait grimper en flèche des bénéficiaires victimes du changement climatique. On l'a vu récemment encore, les inondations au Niger, et puis les pratiques écologiques désastreuses des multinationales. Quand on voit au Nigeria toutes ces terres inexploitables en raison des déchets pétroliers. Donc en fait, les glissements de terrain, bah, on a de plus en plus au Cameroun, par exemple. Et donc, je pense que les gens ne réalisent pas que voilà, l'écologie affecte déjà leur quotidien.
et que ce sera pire si on n'agit pas. Et puis c'est les sujets aussi de la pollution, plastique. Il y a vraiment, il y a beaucoup à faire mais voilà, il y a cette vision, c'est pas notre priorité, ce que je peux entendre, mais les effets néfastes sont déjà là dans le quotidien des populations. OK. Donc c'est important de faire de la pédagogie sur Mmh. ce sujet. OK. As-tu déjà eu peur de trop déranger en prenant la parole sur les sujets sensibles? Oui, non, je passe. Ou dernier joker. Non, parce que quand j'ai une conviction, je la défends Mmh. et voilà. Et je n'ai pas peur de bousculer. OK. Est-ce que tu envisages un jour revenir à l'animation télé ou radio? Non, parce que là où je suis aujourd'hui, à la tête dans l'équipe dirigeante d'une grande entreprise, internationale, j'ai de l'impact et c'est mon moteur aujourd'hui. Aujourd'hui. Il y a eu 2 temps, il y a eu l'influence dans les médias et Et l'impact l'impact maintenant. maintenant. OK. OK, OK. Maintenant, revenons aux explications plus longues avec les différentes questions. Est-ce que les injustices que tu as vécues, dès ton enfance t'ont poussé à défendre des causes comme le racisme, la diversité, l'inclusion ou, l'écologie? Absolument, parce que mon moteur, c'est la colère et ma colère, elle vient souvent d'injustice. Mmh. Quand je passe un casting pour présenter un journal télévisé, sur une chaîne d'infos, qu'on m'explique que j'ai fait la meilleure, prestation, mais qu'on ne me prend pas parce que je suis une prise de risque, que madame Michu s'étrangle devant sa télé en me voyant, j'en sais rien, je sais pas ce que ça veut dire, mais ça m'a mis ça m'a tellement énervée. Alors ça m'a d'abord abattue, mais heureusement ça dure pas longtemps. Ensuite ça m'a énervée et donc c'est ça mon moteur parce que je me dis: «Bah, c'est pas grave, cette porte se ferme, une autre va s'ouvrir ou je passerai par la fenêtre», et voilà. Si j'avais pas eu cette déconvenue, peut-être qu'après je n'aurais pas, mis tout en œuvre pour, décrocher le journal de TV5 Monde. Donc oui, ça a toujours été, mon moteur, l'injustice. Quand, un autre moteur, mon fils aîné est autiste, quand on m'explique, quand il a 4 ans, qu'il va être incapable d'apprendre à lire et écrire et qu'en gros, pour caricaturer, il faut le mettre dans un hôpital, psychiatrique. Je connais mon fils, je connais ses capacités. Je suis tellement en colère que je dis: «Bah non, il saura lire et écrire, au CP, hein», ce qui est le cas et puis voilà, enfin donc c'est et derrière l'engagement, pour, sur ce terrain de la reconnaissance de la neuroatypie, de l'inclusion, des personnes, autistes et cetera. Tout part toujours, d'un sentiment d'injustice et d'une colère chez moi, sauf que j'arrive à la canaliser de manière positive pour avoir de l'impact. Mais c'est vrai parce que moi, j'ai vécu une expérience dont j'ai parlé même, sur LinkedIn, une expérience de racisme dans mon ancienne école, école de commerce du top 3 où, quand je passe un entretien, déjà j'ai mon bachelor donc bac+4, Mmh. dans cette école-là. Puis, je passe un entretien pour un master en marketing, management digital et que, celle qui me fait l'entretien me dit, on parle normalement, puis elle me demande des exemples, de représentativité, par exemple dans les cosmétiques. Donc elle me demande, oui, est-ce qu'il y a une dernière campagne qui vous a marqué? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous a marqué? Une idole, quelqu'un qui vous a marqué? Du coup, moi, je parle de Aya Nakamura qui, est devenue égérie du parfum, enfin égérie de Lancôme. Donc elle me regarde à travers ses lunettes et elle ne comprend pas pourquoi je lui cite cet exemple-là et du coup, elle dit: «Mais vous avez pas un autre exemple à me citer?» Et du coup, moi, je lui dis: «Bah, Rihanna qui devient, égérie du parfum Idol de Dior». Et du coup, elle commence à me crier dessus et elle me dit: «Mais là, vous m'avez donné des exemples, que je voulais pas, vous me parlez de diversité, d'inclusivité, vous n'avez pas autre chose à me dire?» Et en fait, sur le coup, j'ai pas du tout compris ce qui s'était passé et c'est bien après que j'ai compris que c'était une forme de racisme, qu'elle voulait d'autres exemples
que je l'ai pas citée parce que je me sentais pas représentée par ces exemples qu'elle voulait que je cite. Pardon, mais cette personne est complètement stupide, en fait, parce qu'Aya Nakamura, on parle juste de la française, la musicienne française la plus célèbre au monde aujourd'hui. Mmh. Rihanna, outre le fait d'être chanteuse, est une femme d'affaires. Donc, ça veut dire que, on a une personne en face qui catégorise, les femmes en fonction, de leur couleur et pas forcément de leur réussite et C'est cetera. ça. Donc, C'est ça mmh, et c'était des exemples, ouais, d'autres exemples et aujourd'hui, tu parlais tout à l'heure d'il y a 25 ans, dans après une école de journalisme, mais moi, c'était il y a quelques mois, donc c'était en février 2025. Donc la preuve que même encore aujourd'hui, bah, ça existe encore. Il y a beaucoup de personnes qui se font même refuser des emplois, comme on le voit, récemment sur les réseaux. Donc c'est des questions d'actualité, tout ce qui concerne le racisme, la diversité et l'inclusion. Mmh. c'est pour ça qu'il faut pas se laisser abattre et se construire une carapace parce que effectivement, ce que tu as pu vivre, moi je l'ai vécu effectivement à 25 ans et puis d'autres le vivent encore et cetera et c'est pour ça que, il faut que c'est important cette idée de transformer cette injustice en moteur positif parce que sinon après si on n'a pas cette capacité, on peut s'enfermer dans de l'aigreur ou dans des revendications victimaires et ça, c'est un registre qui fonctionne pas. Donc c'est comment je transforme positivement, les déconvenus. C'est une vraie, c'est pas facile, mais c'est vraiment une clé pour avancer. C'est vrai, c'est vrai. Maintenant, revenons au TEDx Yaoundé. Donc au TEDx Yaoundé qui était un moment fort. Moi, j'y étais pas, mais je l'ai regardé, plusieurs fois sur YouTube et est-ce que tu peux nous dire ce que signifie cette métaphore du coma au COMEX? C'est c'est une histoire de renaissance et c'est une histoire de résilience. Et surtout le message que je voulais, passer, c'est qu'il ne faut jamais se laisser abattre parce que, dans la vie, on tombe, Mmh. on se relève, Mmh. on tombe, on se relève. Mais en général, on se relève pas tout seul, donc Mmh. c'est important de cultiver, ce que j'appelle le grand village parce qu'on réussit jamais seul et donc pourquoi cette métaphore? C'est parce que, effectivement, en 1 an, je suis passée, du coma, suite à une maladie grave, un neuropaludisme, la forme très sévère, celle dont en général, on ne réchappe pas, au COMEX d'une entreprise, du CAC 40 et donc c'est ce que je voulais raconter dans ce TEDx, c'est qu'au moment où on se dit qu'on n'a plus rien, finalement, comment on va puiser en soi les ressources fortes de ces expériences passées? Comment on va convoquer ce grand village, qu'on a, qui est là, mais qui est pas là, parce que qui est là parce qu'on donne aussi, parce que quand on s'engage, quand on est généreux, quand on a le souci d'autrui, quand on arrive au fond du trou, ce qui était mon cas, c'est en fond de mon lit, en réanimation et beh, voilà, il va y avoir des gens pour vous accompagner, pour renaître et renaître encore plus fortement Mmh. et c'est toute cette histoire que je raconte et comment, voilà, ça a été le moment de bascule entre cette carrière dans les médias où je trouvais plus de satisfaction parce que, voilà, je trouvais qu'on me proposait plus de on faisait plus de propositions à hauteur de mon talent. Mmh. Il faut aussi, faire un peu preuve d'autosatisfaction, hein, parce que face à des gens qui veulent toujours vous mettre un couvert sur la tête, c'est important de se dire, «Yes», enfin oui, j'assure quoi et et donc voilà, ce moment incarne la bascule, le changement de vie Mmh. professionnelle, donc une renaissance, un changement de vie professionnelle et ce chemin, jalonné de personnes qui vont, à un moment où je suis vulnérable, m'aider à aller chercher toute la force, toute l'expérience que j'avais pour rebondir dans un secteur dans auquel je connaissais objectivement pas grand-chose. Quand Mmh. j'arrive chez Orange, Mmh. je
Voilà, je ne connaissais rien aux télécoms, en plus j'étais un peu, dans les petits souliers parce que j'avais été jamais managé des équipes à un tel niveau, de responsabilité. J'avais pas fait, Polytechnique, comme la plupart de mes camarades autour de la table, mais j'avais eu une expérience, j'étais la bonne personne au bon moment. Je suis arrivé au moment où il fallait incarner très fortement la politique de responsabilité sociétale du groupe. Il y avait des objectifs extra-financiers dans le plan stratégique pour la première fois et il fallait quelqu'un qui les incarne avec, sincérité, ce qui était le cas compte tenu de tous mes engagements passés, Mmh. qui les incarne, avec une capacité à embarquer et voilà, je pense que quand j'ai des convictions, j'arrive à toucher les gens. Il fallait Mmh. embarquer le collectif, les salariés et cetera et puis, j'avais une capacité une vision analytique et stratégique héritée de de mon expérience dans les médias et c'est là que j'ai vraiment compris à quel point ça a été essentiel parce que les médias, quand on est journaliste, c'est quoi? C'est finalement, on passe son temps à naviguer de sujet en sujet et donc il faut avoir une capacité à plonger dans les dossiers pour en extraire la substantifique moelle et donc même si je ne connaissais pas les caractéristiques techniques de, quelle je ne sais quelle bande hertzienne, qu'il faut aller acheter pour du spectre et cetera pour les réseaux, j'ai très vite compris les grands enjeux du groupe et c'était suffisant et puis la capacité d'écoute aussi. Le leadership, c'est d'abord écouter. Les leaders qui pensent qu'ils ont raison tout seuls, tout le temps, bon alors Mmh. là, à un moment, ils se cassent la figure. Donc le leadership, c'est la capacité d'écoute et quand on est journaliste, quand on a été présentateur, présentatrice, on a cette capacité d'écoute, comprendre les besoins des autres, les accorder avec nos objectifs et c'est comme ça que j'ai pu, 5 ans plus tard, être toujours à mon poste et heureuse de l'être alors que certains ne donnaient pas cher de ma peau au départ tellement, j'étais atypique dans le paysage. Et comment tu définis une politique RSE réellement transformative? C'est l'impact. Mmh. Donc c'est vraiment, il y a la philanthropie d'un côté, la philanthropie, c'est le mécénat, et c'est très bien et Mmh. heureusement il en faut. En plus, quand les États coupent les budgets sur les subventions aux associations et cetera, mais la pour moi, la RSE, c'est comment on transforme le capitalisme. Donc c'est long, mais c'est comment, alors la RSE au départ, le terme vient de Milton, Friedman, donc grand capitaliste ultralibéral devant l'éternel et sa définition, c'était: «La responsabilité sociale de l'entreprise, c'est de faire du profit, pour les actionnaires». Donc c'est très réducteur a priori. Mais en même temps, aujourd'hui, quand on voit comment notre monde évolue, quelque part, une entreprise qui a une bonne santé financière et donc les actionnaires sont contents, si elle n'a pas de politique RSE, elle va mourir et les investisseurs, ils regardent la durabilité de l'entreprise. Ouais. Donc si une entreprise continue à avoir des activités ultra polluantes, Mmh. si une entreprise, n'a aucune politique en matière d'égalité de genre, par Mmh. exemple, déjà ça nuit à sa performance économique parce que dans un monde de plus en plus incertain, s'il y a que des gens qui pensent de la même façon, qui sortent du même moule, s'il n'y a pas plus de femmes, plus de personnes, issues de la diversité, le neuroatypique, c'est-à-dire on ne peut pas résoudre les défis du monde contemporain sans, des collaborateurs divers dans toute la richesse de leur, parcours et de leur, configuration cérébrale. Mmh. Hem, Si une entreprise a un impact négatif, aujourd'hui dans son activité, l'écosystème, les ONG, la société civile, heu, i on s est de plus en plus, regardante sur, la sincérité des engagements des entreprises, versus, du social washing ou du greenwashing. Donc à un moment, si le client boycotte,
Moi, je me souviens un exemple frappant et que je cite souvent quand pour, heu, pour embarquer, voilà, les cadres, dans Mmh. les entreprises, c'est l'exemple de cette marque américaine qui cartonnait, au début des années 2000, qui s'appelle Abercrombie& Fitch. Alors eux, alors c'est simple, ils avaient donc leur pub, c'était que des blancs Mmh. musclés, blonds, Ouais. très wasp et cetera, et en revanche, dans le c'est les vendeurs, idem, en front line, heu, dans le back office, éventuellement, on trouvait quelques latinos et cetera, mais il fallait surtout pas les voir et puis à un moment, le PDG prend la parole carrément en disant: «Oui, de toute façon», il y avait pas de taille, XXL parce que de toute façon, ils considéraient que leurs clients, ils devaient être, beaux, minces, voilà et à un moment, voilà, le PDG a déclaré: «Oui, nous, ça nous intéresse pas d'avoir des clients gros, noirs, machin», enfin je caricature, mais il y a eu un boycott, une class action. L'action a perdu mais 70 de sa valeur Waouh! en quelques semaines à peine. Enfin, ça a été une catastrophe et la marque n'a jamais retrouvé, le niveau du chiffre d'affaires. Donc c'est vraiment la preuve par l'exemple que quand on mène une politique, discriminatoire ou, bah, à un moment le client le voit et le client, étant roi, ah, il achète plus vos produits. Donc voilà. D'accord, d'accord. Et comment est-ce que la RSE chez Orange, c'est, dans une BU ou une BL ou alors, c'est, une activité connexe par exemple, La RSE aujourd'hui est au cœur de tous nos processus et OK. c'est tout le travail colossal que j'ai mené avec mes équipes depuis que je suis arrivé. C'est-à-dire concrètement, on a pris des objectifs qui doivent être déclinés dans les 25 pays où le groupe est présent. Donc, un objectif de décarbonation, donc on s'est engagé à être net zéro carbone en 2040 et donc ça veut dire que dans tous les pays, il faut construire une trajectoire carbone décroissante. Donc comment, par exemple, en Afrique, on solarise massivement nos sites. Mmh. Enfin, voilà, on utilise beaucoup l'énergie renouvelable, on pousse l'économie circulaire, les mobiles reconditionnés, et cetera et ça, une fois qu'on a fixé les objectifs, c'est chaque pays qui doit décliner, embarquer D'accord, OK. dans sa trajectoire au même titre, et en fait, c'est tout ce travail colossal qui a été fait, c'est-à-dire, c'est comment on raisonne, aujourd'hui en équation coût, volume, carbone. Donc ça, c'est un exemple et puis notre deuxième pilier, c'est l'inclusion numérique, donc comment on accompagne, les jeunes, par exemple, vers les métiers du numérique, notamment avec un programme Orange des lieux, les Orange Digital Centers, qu'on a ouvert dans tous nos pays et ça cartonne notamment dans nos pays en Afrique parce que en gros, 9 mois de formation, 3, 6, 9 ou plus de formation sur des métiers à haute valeur ajoutée, data, IA, gratuitement, hein. 90 de nos jeunes trouvent un emploi derrière. On accompagne des startups aussi avec tout un réseau de financement, l'AFD, donc voilà, c'est de l'impact positif et c'est vraiment chaque pays qui a des objectifs Excellent. et ils se débrouillent, c'est leur financement, ils se débrouillent, mais OK. ils le font parce qu'ils voient bien la le «retour sur investissement» entre guillemets, ils voient bien, comment, voilà, par exemple, dans des pays où il peut y avoir, des soubresauts politiques, le fait d'avoir un ancrage local très fort en accompagnant les jeunes, bah, voilà, ça garantit une continuité d'activité donc c'est tout ça le travail qu'il y a à faire et c'est vraiment par la preuve, c'est de montrer que la RSE, c'est pas un truc en plus à côté du business, mais que ça sert le business et que si on l'embarque pas, à Mmh. la fin on se plante. OK. OK, OK. Et quelle est ta vision du leadership inclusif au sein d'un COMEX? Alors je ne sais pas si ce serait au sein d'un comex spécifiquement, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que, le moi j'ai une vision très collective du leadership et le leadership se nourrit
de manières de penser différentes, de milieux culturels différents et donc c'est pour ça que c'est très important d'avoir plus de mixité Mmh. dans les comités exécutifs, d'avoir plus de diversité Mmh. parce que voilà, ça, on chaque décision se nourrit de points de vue qui sont pas forcément les mêmes et donc ça permet d'embrasser toute la Mmh. complexité du monde dans lequel on opère, hein. Mmh. Donc c'est hyper important. Important. OK. OK, OK. Maintenant Je vais donner un exemple. Alors c'est un on est au début de l'histoire, mais quand je suis arrivé, chez Orange, heu, donc avec vraiment cette perspective, la RSE au service du business. Très vite, je vois Orange Cyberdéfense, qui est notre, business unit qui est en pleine croissance, vu les enjeux de cybersécurité, mmh. qui sont voilà, qui sont démultipliés aujourd'hui et donc pénurie de talents, turnover, il faut attirer les jeunes, ils restent pas longtemps, il faut les garder, enfin donc il y a un sujet de recrutement. De l'autre côté, on a la fondation Orange qui a 30 ans d'expertise, sur le sujet de l'autisme, parce et qui en a fait un axe de mécénat majeur. Moi, de par mon expérience personnelle, je sais qu'il y a certains talents autistes qui ont des compétences hors normes s pour la cybersécurité. Donc, je lance un programme qui s'appelle Neuroteam, avec l'objectif de pouvoir sourcer ces talents, les recruter, accompagner leur recrutement parce qu'il faut sensibiliser et parce que là, c'est des manières de fonctionner un peu différentes et cetera. Donc, jamais je n'aurais eu cette idée si j'avais pas eu cette expérience, Personnel. personnelle, donc c'est pour ça que c'est vraiment important d'avoir le leadership, heu, voilà, c'est un leadership arc-en-ciel, quoi. On peut pas avoir un leadership monolithique, que des gens qui pensent pareil, voilà. OK. OK, OK. Maintenant, passons à la partie fun, au-delà C'était du très fun jusqu'à professionnel. présent Non, pourtant. encore plus Je me suis pas dit: «Oh là là, je m'ennuie, encore plus camarade mort, vivement qu'on en finisse». non, encore un peu plus saine. Ton plat camerounais préféré, celui qui te ramène instantanément à ton enfance, en dehors des beignets, du coup, dont tu as parlé au début? C'est la sauce arachide du village, mais celle du village, celle qui est pas trop épaisse là, celle qui est vraiment un mix entre pépé soupe et voilà, pas celle qui est trop avec le mintouba bien mûr. OK. OK. Si tu devais choisir Paris ou Yaoundé pour y vivre à long terme, quelle est la ville que tu choisirais? Là, c'est vraiment difficile. S'il y avait des routes Ouais. en état de marche, si on avait l'eau tout le temps, si c'était pas tous les jours, tchac, et qu'on avait l'électricité, Et où? si on avait des hôpitaux rassurants et fonctionnels, je serais déjà à Yaoundé. À Yaoundé. OK, OK, OK. Avec Tu des infrastructures, c'est la plus belle ville du monde. c'est vrai. Et des arbres, parce qu'on coupe trop les arbres à Yaoundé, ça c'est terrible. Et voilà, encore, on parlait de l'impact immédiat. Les gens se plaignent du fait qu'il fait de plus en plus chaud. Ouais. Il y a pas de secret, hein, quand on coupe les arbres, pour construire plein d'immeubles partout, les arbres, nos beaux arbres de la forêt là, ils maintenaient une température dans la ville, quoi, donc ah, ils emploient ouais. Un livre qui t'a bouleversé ou transformé récemment? Alors, c'est difficile, je lis tellement, heu, c'est le récemment en fait qui est plus difficile. Ou alors un livre Alors qui t'a marqué? un livre, moi le livre qui est mon livre de chevet, hein, ce sont Les Quatrains d'Omar Khayyam, qui est un poète perse, du XIIIe siècle, et qui, c'est une version carpe diem, qui célèbre, voilà,
la beauté, la sensualité, le lien avec le divin, et et donc et notamment la métaphore, c'est le vin qui amène vers le divin et donc c'est intéressant parce que c'est une époque où l'islam était pourtant déjà présent et en même temps, voilà, il y a cette coexistence, enfin cette sorte de vie sans interdit décrite par Omar Khayyam, me touche profondément et notamment il y a un quatrain de lui qui me porte, parce que c'est là, c'est mon énergie, c'est un quatrain, c'est très court, hein, c'est «Je tombais de sommeil lorsque, la sagesse me dit: "Jamais dans le sommeil la rose du bonheur n'a fleuri pour personne. Pourquoi t'abandonner à ce petit frère de la mort? Bois du vin, tu auras des siècles pour dormir."» Voilà, c'est l'expression de la jouissance. OK, La jouissance et l'impact. OK. Voilà. Mmh. Dans ce livre, OK. Une personnalité africaine, vivante ou historique, avec qui tu rêverais de dîner. Pourquoi? Alors évidemment, je pense à Nelson Mandela mais il y en a tellement d'autres, méconnus, notamment des femmes, des reines, des amazones qui ont bravé, voilà et toutes ces femmes qui ont été invisibilisées comme partout, hein, dans l'histoire, donc voilà, on peut en citer, Reine beaucoup, on peut en citer enfin, on peut commencer par Didon tout simplement, donc voilà, aller retrouver ces femmes, courageuses, et il y en a beaucoup dans l'histoire, africaine, oui. Mmh. OK. Si tu n'étais pas dans les médias ou dans le monde de l'entreprise, dans quel domaine aurais-tu aimé évoluer? Je suis tellement bien là où je suis que c'est une question, difficile. Oh, peut-être que j'aurais aimé ne vivre que de ma plume et Mmh. être écrivaine à plein OK. temps. OK. Tu écris souvent? Alors Du coup, avant on a oui, mais depuis enfin le monde de l'entreprise au niveau COMEX, je n'ai plus beaucoup, le temps d'écrire, mais je prends toujours des notes. J'ai un dictaphone, j'ai des bribes à droite, à gauche, j'ai 3 romans dans ma tête au moins déjà mais voilà, je pense que oui, si un jour, bah, ne faire qu'écrire, parce que ne faire qu'écrire, il y a l'exercice très solitaire, Mmh. d'abord de l'écriture, et il est tellement gratifiant quand on vit avec ces personnages dans la tête et donc on vit des mondes parallèles et ils sont là et puis parfois il y a ce petit miracle où on pose un personnage et puis finalement au fil de l'histoire, il va évoluer comme toi-même, tu Mmh. n'avais même pas imaginé. Donc tout cet exercice de création de nouveaux mondes qu'est l'écriture, c'est absolument fascinant, cette partie, où tu es seul avec tes personnages. Et après, moi, ce qui m'intéresse, c'est évidemment la transmission, c'est le message derrière et donc après, heu, la gratification, voir combien cette histoire née de ton cerveau peut toucher des lecteurs, de manière universelle, parfois et donc les rencontres dans les salles du livre, les Mmh. conférences, hein, voilà, c'est un espace infini de liberté, l'écriture et donc c'est pour ça que je pense que c'est là où je me projetterais si C'était je OK. n'avais pas ces 2 parcours déjà. OK. Et tu lis tu as dit que tu lisais beaucoup. Depuis là, on est en octobre. Depuis le début de l'année, tu as lu combien de livres à peu près? Ah, je ne les compte pas, Ah, c'est les je les compte pas, mais enfin voilà, c'est au moins 3 ou 4 par mois et parfois des pavés, quoi, donc waouh, waouh. OK. Une destination de voyage qui t'inspire ou que tu recommandes absolument? l'Italie, qui est mon troisième pays, c'est mon pays de cœur. Pourquoi l'Italie? Parce que, j'aime beaucoup cette phrase de Cocteau que je trouve très juste, c'est: les Italiens sont des Français de bonne humeur».
On est très cousins dans la culture, mais il y a une légèreté en Italie qui, c'est le pays du beau. Moi, je suis toujours fascinée par, le rituel de la passeggiata, c'est-à-dire le soir, n'importe où en Italie, les gens s'habillent en famille et ils sortent, ils mettent leurs plus beaux vêtements juste pour aller se promener, aller manger une petite glace et donc voilà, c'est la beauté et puis, l'i et puis l'Afrique commence à Rome. Rome, c'est l'Italie du Sud, c'est déjà l'Afrique et donc c'est un pays finalement, n'en déplaise à Giorgia Meloni, c'est un pays qui est très métis, finalement. Et c'est quelle ville en Italie tu recommanderais? Bah, Rome sans Ouais, hésiter, c'est parce OK. que justement c'est la jonction et puis le poids de l'histoire, enfin les strates de civilisation qu'il y a à Rome et qui sont encore palpables, c'est Rome, c'est un musée à ciel ouvert, c'est toute l'histoire de l'art condensée en un lieu, c'est et puis voilà c'est déjà l'Afrique. OK. OK, OK. Donc maintenant, j'ai une avant-dernière rubrique, donc les grands apprentissages de la vie. Si tu devais transmettre 3 grands apprentissages à la jeune génération, quels seraient-ils? Quand vous travaillez, quand vous avez, des compétences, ne doutez jamais de votre légitimité. C'est le premier conseil que je donnerais parce que, il y a tellement d'autocensure portée par des contextes, heu, on est toujours, trop ceci, pas assez cela, le nombre de gens qui vont dire: «Ah, vous n'êtes pas vraiment à votre place», donc ne jamais douter de sa légitimité, ça c'est le premier conseil que je donnerais. Parce que quelque part, ça veut dire se faire confiance. Quand on se fait confiance, qu'on a un objectif, on trace sa route, on n'écoute pas les rageux et on tient. Donc ça, c'est le premier conseil. Le deuxième, je dirais, cultiver son auto cultiver son authenticité. Mmh. Ne pas, se forcer à rentrer, absolument dans un moule, parce qu'on s'y perd et être soi, ça finit toujours par payer. Alors après, il y a des codes, après, une fois que je l'ai dit ça, je le dis avec le recul, mais il y a des moments où c'est pas facile. Moi, j'ai un moment en particulier, quand je suis recrutée chez Orange, donc j'ai mes cheveux naturels, je me dis: «Ah quand même, alors déjà, je viens des médias, voilà, je suis tellement atypique déjà que n'en rajoutons pas». Donc je me suis dit: «Bon, je vais quand même pas arriver avec mon afro là d'emblée. Je vais attendre la confirmation de ma période d'essai». Et donc pendant 3 mois, je me suis fait un brushing et puis quand j'ai été confirmée, le naturel est revenu au galop. Mais pour dire que de temps en temps, il faut avoir, l'intelligence se conformer à quand même certains codes, voilà, rentrer quand même un peu dans le moule parce que c'est le moule aussi qui vous permet de comprendre ce que pense l'autre et cetera. Mais quand même, au fond, rester authentique. OK, OK. Si tu pouvais parler à la Élisabeth de 20 ans, que lui dirais-tu? Je lui dirais qu'elle aurait dû être aussi confiante que la Élisabeth de maintenant, Mmh. parce qu'elle aurait probablement soulevé encore plus de montagnes. Mmh. OK, excellent, excellent. Et s Mais la confiance, ça se construit, la c'est un long chemin. ça se construit, ça se construit, je suis d'accord. Si tu avais un grand rêve inimaginable aujourd'hui, ce serait lequel? Ce serait un monde juste, ce serait un monde où il n'y a pas d'enfants qui meurent de faim, hein. Ce serait un monde où les femmes ne se font pas violer dans les guerres, comme une sorte de chair à canon. Mmh.
voilà, ce serait juste un monde, égalitaire parce Mmh. que je pense qu'il y a de la place pour tout le monde, sur cette planète si on en prend bien soin. Mmh. C'est vrai, c'est vrai. Donc pour la première fois dans ce podcast, nous allons puiser notre inspiration dans l'univers musical et plus précisément dans le rap, une forme d'art qui, comme notre invité, sait conjuguer parole, engagement et impact. Aujourd'hui, nous avons choisi une citation de Kerry James, tirée de son album Dernier MC, dans le morceau Post-Scriptum. Échouer ou réussir, mais au moins tenter sa chance. Plus le combat est grand, plus la victoire est immense. Qu'est-ce que cela t'évoque? Cela m'évoque, l'audace, effectivement, oser. On se censure beaucoup, et voilà, s en fait, ce qui m'a permis ce qui a libéré ma capacité d'audace, c'est cette maladie qui a failli m'emporter parce que derrière, maintenant, je relativise toujours. Je me dis: «Bon, tente, si ça se passe pas», c'est ma devise, hein: «Tente, si tu échoues, personne va mourir». C'est vrai. Donc voilà, à partir de là, c'est la liberté. Et puis encore une fois, quand on enfin un échec bien géré peut se transformer en réussite. Donc c'est vraiment, voilà, l'audace. Et puis la réussite passe par des échecs. Voilà, aucun parcours n'est linéaire. Il ne faut pas croire les gens qui vous expliquent que tout a été toujours facile tout le temps. Moi, je déteste ce genre de discours. Il faut oser dire qu'il y a eu des moments de vulnérabilité. C'est intéressant, j'entends de plus en plus ce mot dans le monde de l'entreprise et je trouve que c'est intéressant parce que c'est l'idée derrière qu'on ne peut pas être tout le temps à 200%, Mmh. tout le temps, dans toute sa vie. Mmh. Donc et que des périodes de vulnérabilité peuvent nourrir après des périodes de grande, renaissance et de grande performance. Mmh. C'est vrai. Merci en tout cas d'avoir accepté cette invitation, d'avoir répondu à toutes Mmh. ces questions et merci beaucoup à vous d'être venus et à bientôt dans Kémon Jazz.